Bonsoir à tous. Nous allons démarrer le live. Bienvenue. Nous attendons notre invitée, Dr Jessica Williams. Bonsoir. Bonsoir Jessica. Bonsoir Myriel, comment vas-tu? Ça va et toi? Ben écoute, ça va bien, à cette heure tardive, mais toujours très motivée pour ce rendez-vous Exactement. mensuel. C'est ça. Ça fait plaisir. On y arrive techniquement, hein? Au fur et C'est à bien, mesure, hein. on franchit des étapes. Non, c'est bien. Et puis les gens nous demandaient, en fait, c'est ce qui fait plaisir. J'ai l'impression qu'on a une audience de plus en plus nombreuse et qui nous demandent à ce que les lives soient retransmis. Donc ça, c'est bien aussi. On va pouvoir Exactement. Donc, rassurez-vous, le live sera retransmis, sera en replay et on pourra le mettre effectivement sur plusieurs réseaux comme YouTube, TikTok, etc. à chaque fois, finalement, puisque après de multiples recherches, nous pensons avoir trouvé le bon outil. Donc, merci Jessica. Mais merci à toi de l'avoir mis en acte, tu vois, de l'avoir rendu possible. C'est sûr. Bon. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet, puisqu'il est quand même tard de ton côté. Donc, on attend un petit peu que tout le monde arrive. Le sujet de ce soir, hommes, femmes, sortir du patriarcat, point d'interrogation. Et nous allons évoquer de toute façon ce sujet parce que nous avons observé certaines choses, nous avons eu une discussion forcément avant de lancer ce sujet qui nous promet d'être passionnant. J'espère que vous serez très nombreux à commenter et à poser des questions. Jessica, je te laisse le soin de commencer. Alors, bah, écoute, Muriel, comme à chaque fois qu'on se réunit pour préparer ce live, le sujet, il est venu, je dirais, tout naturellement, hein, parce qu'on s'est demandé qu'est-ce qui, finalement, dans nos accompagnements, dans nos vies personnelles, nous pose beaucoup de questions en tant qu'afro-descendants. Et cette question des relations hommes-femmes, bah, c'est quand même quelque chose qui, dans tous les cas, on va dire, chez tous les êtres humains, est une question assez prégnante. Et chez les afro-descendants, eh ben, je pense qu'il y a quand même une dimension assez particulière du fait de l'histoire, du fait des traumatismes, du fait des difficultés pour chacun, homme, femme, de trouver sa place dans la société contemporaine. Donc forcément, ça impacte sur les relations hommes-femmes. Donc c'est un peu tout naturellement que ce sujet, il est arrivé. Et je souhaite que ce live soit une occasion où que la parole puisse circuler sur ce sujet, qu'on avance ensemble. Ensemble, tout à fait. Donc, c'est vrai que au niveau du... Tu m'entends bien parce que je n'ai que de mon Oui, côté? oui, je t'entends bien, oui. D'accord. Donc, c'est vrai qu'au niveau de ce sujet, ce qui nous interpelle, c'est non seulement la place et l'évolution de la femme, mais aussi l'impact que ça a eu sur l'homme et donc le cocon familial, la relation homme-femme. Est-ce que, à votre avis, par exemple, je vous pose déjà la question, est-ce qu'il y a un lien, par exemple, avec notre histoire? Selon vous, nous avons une réponse à vous apporter, probablement, en tout cas des réflexions. Mais ce que nous voyons, c'est qu'il y a, par exemple, aux Antilles Guyane, un taux en constante croissance sur la monoparentalité. D'où cette question de savoir d'où ça vient, pourquoi nous n'arrivons pas à avoir un taux qui stagne ou qui diminue. C'est qu'il y a quelque chose au niveau de la relation homme-femme qui ne fonctionne plus. Nous sommes arrivés peut-être à une limite où il faut revoir notre façon de communiquer peut-être, de nous entretenir. Et donc, c'est ce que nous allons voir pendant le live, justement. Alors, c'est un sujet qui est tellement vaste que quelque part, il nous faudrait presque, voilà,
y consacrer plusieurs lives. En tout cas, déjà, j'aimerais quand même rappeler que les intentions de ce live, même si on n'a pas d'hommes à nos côtés pour l'instant, mais on espère que au cours de ce live, on invite vraiment un maximum d'hommes à participer, à apporter la réflexion, parce que l'idée, c'est vraiment d'être dans une co-construction. Quand on parle de relations hommes-femmes et de remise en question du patriarcat, c'est très important que les hommes ne se sentent pas en danger, parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là dans le discours, on va dire, que je qualifierais de féministe, mais pas forcément, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de féministes qui disent, mais non, l'idée, c'est vraiment pas de pointer du doigt les hommes ou d'accuser ou quoi que ce soit. En tout cas, moi, je voudrais rappeler que quand on en a discuté ensemble, l'idée, c'était vraiment ça, c'était de se dire, ce travail, il peut pas se faire sans les hommes. C'est main dans la main qu'on doit avancer ensemble vers une réflexion commune de ce qui pose problème, et pas uniquement, tu vois, un problème qui se résolverait du côté des femmes et du côté des hommes. Non, moi, je pense que c'est quelque chose qui se travaille ensemble. Exactement. Un maximum d'hommes à nous apporter leur contribution, leur regard par rapport aux réflexions qui vont naître dans ce live. En tout cas, quand j'étudie un peu cette question, j'aime bien m'intéresser finalement aux relations hommes-femmes qu'il pouvait y avoir dans les sociétés précoloniales, en Afrique, avant la rencontre avec l'homme occidental, ce qui s'est joué pendant la période esclavagiste, ce qui s'est joué pendant la période post-esclavagiste et ce qui se joue aujourd'hui dans la période contemporaine. Donc voilà, pour moi, l'analyse finalement de là où on en est aujourd'hui, elle passe forcément par une analyse de ce qui a été sur ces différentes périodes, sachant que la période qui concerne le continent africain avant l'arrivée du colonisateur, elle est énorme et elle concerne un continent en entier. Donc, je pense que c'est une question extrêmement vaste. Donc, moi, je m'intéresse plus au rapport homme-femme en Afrique de l'Ouest, par exemple. D'accord. OK. Et qu'est-ce que tu as pu observer, par exemple, à ce niveau-là? Alors, déjà, j'ai compris que ce que nous, on a qualifié de matriarcat et de patriarcat dans les études anthropologiques et par la suite sociologiques, c'est une construction occidentale. Et quelque part, moi, je pensais effectivement que ce qu'on qualifiait de matriarcat, l'organisation des sociétés en Afrique, mais pas que. Il y a énormément de sociétés qui ont fonctionné, qui fonctionnent encore, même si c'est pas la majorité, selon des modalités qu'on appelle le patriarcat. Je vais redéfinir le matriarcat, pardon. Je vais redéfinir après ce qu'on entend par là. Bon, sur le continent africain, jusqu'à présent, effectivement, on pensait que une majorité des sociétés traditionnelles s'organiser selon cette modalité. C'est pas faux en soi, hein, mais finalement, les sociétés qui éprouvaient ces systèmes-là, ils n'appelaient pas ça comme ça. Ils ne clivaient pas. Il n'y avait pas besoin de cliver ce que nous, on appelle aujourd'hui d'un côté le patriarcat et de l'autre côté le matriarcat. En fait, l'organisation sociale, elle permettait véritablement une place à chacun des sexes, sans forcément considérer qu'il y aurait une place qui soit supérieure pour l'un et inférieure pour l'autre. Ça, c'est quand même très intéressant de souligner ça. Ensuite, on va partir sur des définitions, parce que si on ne définit pas, on ne peut pas savoir un peu de quoi on parle. Alors, de quoi on parle quand on parle de matriarcat et de patriarcat? Est-ce que tu veux que je me lance sur une définition? Est-ce que toi, tu veux apporter ton éclairage? Je suis à l'écoute à 100%. Je veux bien. C'est important de donner les définitions, effectivement. Alors, le patriarcat et le matriarcat, ça découle, si tu veux, de l'observation d'anthropologues et de sociologues qui se sont attachés à décrire un petit peu comment, effectivement, dans une société, s'organiser la question de la place des hommes et des femmes, mais surtout la question de la transmission du patrimoine, des valeurs et du savoir familial. Il se trouve que dans les sociétés patriarcales, le patronyme, le nom de famille, donc, l'héritage, qu'il soit un héritage financier ou un héritage matériel à travers la terre, les biens de la terre, se transmettent d'homme
à homme, donc de père en fils. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on définit comme une société patriarcale. Dans les sociétés matriarcales, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ce sont du côté des femmes que se joue la transmission du patronyme, de l'héritage financier et immeuble, et de l'héritage également parfois même des talents, c'est-à-dire une famille de ferronniers, une famille de boulangers, une famille d'agriculteurs, etc. Donc c'est pareil pour les sociétés patriarcales. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on observe quand même dans ces différentes organisations, c'est que le degré de liberté des femmes ne va pas être le même selon qu'on se situe dans une société matriarcale ou selon qu'on se situe dans une société patriarcale. Et ça, moi, je l'explique en un point principal, et on n'est pas nombreux à l'expliquer ainsi. Donc, j'énonce le fait que dans les sociétés patriarcales, comme l'héritage se transmet de père en fils, l'obsession principale des hommes dans cette société-là, c'est de pouvoir transmettre leur héritage à leur fils biologique. Et donc, la grande hantise des hommes dans les sociétés patriarcales, c'est de transmettre l'héritage à un bâtard. Le terme bâtard désigne en fait un enfant illégitime qui serait issu de la mère, mais qui ne serait pas le fils du père, si tu veux, biologique. Et donc, donc issu d'une relation extra-conjugale d'une femme avec un autre homme. Donc, dans les sociétés patriarcales, la grande hantise, qu'elle soit plus ou moins consciente de la part de l'homme, c'est finalement de transmettre son héritage à un bâtard, à un enfant qui ne serait pas son fils, qui ne serait pas issu de sa semence, en quelque sorte, tu vois. Donc, pour être sûr de pouvoir léguer, pour être sûr que son fils soit issu de son sang, la seule chose qu'on peut faire quelque part, c'est de maîtriser le corps de la femme. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout ça se joue dans l'inconscient collectif. C'est pas quelque chose, les gens vont pas vous dire clairement que c'est comme ça qu'ils le pensent, mais c'est comme ça que ça s'organise dans la réalité. C'est-à-dire que c'est transmis, tout à fait. Et que c'est transmis. Le corps des femmes va devenir l'objet, la possession de l'homme qui doit s'assurer qu'elle n'éprouve suffisamment pas de désir pour aller voir un autre homme. Donc là, ça peut aller jusqu'à des mesures qui vont jusqu'à l'excision. Qu'elle n'attire pas, qu'elle ne suscite pas trop le désir des autres hommes pour éviter d'être convoitée par ces derniers. Donc là, mais on couvre le corps des femmes. Et puis, on contrôle, bien sûr, leurs mouvements, leurs allées-venues, pour ne pas risquer, effectivement, qu'elles aient des relations extra-conjugales, notamment sur leur lieu de travail, qui est un lieu où potentiellement, effectivement, les femmes peuvent rencontrer d'autres hommes. Donc, dans les sociétés patriarcales qui n'ont pas de régulation de ces peurs-là de la part des hommes, on peut observer toute forme de dérive, et on a malheureusement énormément d'exemples aujourd'hui de sociétés qui fonctionnent avec ce genre de dérive, donc avec des femmes qui sont arbitrairement privées de leur liberté de jouir de leur corps, mais aussi liberté d'aller et venir, liberté de se vêtir tel qu'elles le souhaiteraient. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est un exemple de dérive, parce que toutes les sociétés patriarcales n'ont pas dérivé vers l'enfermement du corps des femmes, et on va dire que ce postulat favorise grandement l'enfermement du corps des femmes. Si on oppose à ce modèle le matriarcat, donc on définit effectivement le fait que la transmission cette fois-ci passe par la femme, et qu'est-ce qu'on observe dans la plupart des sociétés matriarcales ? On observe que la paternité symbolique, il y a deux types de paternité. Il y a la paternité symbolique et il y a la paternité génitrice. D'accord ? Donc, dans ces sociétés matriarcales, vous avez des hommes qui vont avoir deux statuts différents pour des enfants différents. Ils vont être le père symbolique des enfants de leur sœur, d'accord ? Et ils vont être le père géniteur des enfants qu'ils auront eus avec potentiellement plusieurs femmes. Et donc, dans les sociétés matriarcales, les femmes transmettent
leur héritage, le patrimoine de la famille, le talent de la famille, le nom de la famille, à des enfants qu'elles ont potentiellement pu avoir avec plusieurs hommes différents. Donc la question de la fidélité dans les sociétés matriarcales n'est pas une question aussi prégnante que dans les sociétés patriarcales, puisque dans tous les cas, le père symbolique, c'est le frère. Donc ça explique aussi pourquoi, dans nos sociétés afrodescendantes, souvent, les oncles ont une place extrêmement importante dans la structuration, effectivement, quand on va sur le continent africain, ou même quand on observe ici, par exemple, moi je sais que j'ai travaillé à Bobigny, à Avicenne, un service de consultation transculturelle, le fait que les femmes se présentent majoritairement avec leurs frères ou l'oncle de leurs enfants, c'était quelque chose de très connu, de très courant, et quelque chose qui était décrit par effectivement les personnes qui travaillent sur la question de du transculturel. Donc nous avons effectivement cet héritage matriarcal qui se mélange avec le patriarcat qui a été importé par l'homme occidental, sur le continent en tout cas. D'accord. Donc, c'est très important ce que tu dis parce que je vois bien sûr ta définition du patriarcat et des dérives, parce que ça explique effectivement beaucoup de comportements qui sont justement inconscients et qui peuvent avoir des répercussions sur la place même des enfants au sein du foyer. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on entre effectivement, on le voit jusqu'à maintenant, sur on peut stigmatiser une fille ou lui donner un rôle particulier et le garçon aussi. Et finalement, tout ça a un sens, tout ça a un commencement. Et l'idée à travers ce que tu dis, c'est de mettre de la conscience dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous faisons, nous, pour éventuellement modifier ces schémas? Parce que c'est vrai que dans les discussions, on en a parlé, je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que nous sommes arrivés à une limite, c'est-à-dire sur les schémas qui existent, les fonctionnements qui existent, parce que, comme il n'y a pas eu de remise en question, il y a forcément frustration d'un côté ou de l'autre. Et donc, il y a incompréhension, et donc ça crée des problématiques, en fait, au sein des foyers, qui, à mon sens, pourraient être réglées si on utilise justement d'autres façons de voir les choses ou d'autres perceptions. Donc, ce que tu dis est important, et au niveau du matriarcat, effectivement, alors, je pense notamment à ma famille parce que nous sommes 4 filles, et donc, avoir un oncle à côté de nous, avoir un frère, je veux dire, qui aurait eu ce rôle, nous ne savons pas parce que nous sommes principalement des femmes et que nous portons nos foyers, toutes, tu vois. Donc, et c'est là que je pose la question parce que, tu vois, quand on parle de patriarcat, on parle énormément de patriarcat, et moi, je redis toujours le patriarcat au monde occidental. Je pense qu'il a pris une autre forme, effectivement, chez nous, afro-descendants, donc il est présent. Mais il n'y a qu'en travaillant ensemble, justement, que nous pourrions éventuellement changer ces schémas. Tout à fait. Tout à fait. En fait, si tu veux, déjà, rien que le fait d'en prendre conscience, il y a énormément d'hommes qui ont pu me dire, quand on a parlé de ça, qui m'ont pu me dire, mais effectivement, je n'y avais pas pensé de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre. Alors, déjà, tu dis le patriarcat et l'Occident. Effectivement, le patriarcat a été démocratisé sur la planète à cause des religions monothéistes. Je n'ai pas peur de dire à cause, parce que c'est essentiellement les religions monothéistes qui véhiculent, qui valorisent le patriarcat. Alors déjà, dans les religions monothéistes, ça commence dès le début, dès les premières pages, c'est-à-dire que Dieu, il crée l'homme, et il créait la femme à partir de l'homme. C'est-à-dire qu'il ne créait pas l'homme et la femme, d'accord ? Il créait la femme à partir de l'homme. Donc déjà, là, on pose un rapport d'infériorité dès le départ. La femme est issue de la côte d'Adam, donc elle n'est pas un être à part entière, elle est un être
issue de l'homme. Donc déjà, une sous-création, tu vois. Alors que dans beaucoup d'autres mythologies que l'on va retrouver sur le continent africain, le continent eurasien, le continent asiatique, le continent d'Amérique latine, dans la mythologie de la création du monde, tu as sur le même plan l'énergie qui représente l'énergie masculine et l'énergie qui représente l'énergie féminine. Donc, le fait de placer sur un plan différent ces deux énergies, c'est quand même quelque chose de très occidental et très associé aux trois grandes religions monothéistes que l'on connaît aujourd'hui, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et donc, si tu veux, dès le départ, ça commence comme ça sur un rapport d'inégalité. Ensuite, non seulement il y a ce rapport d'inégalité, mais ensuite, la femme va être l'objet, enfin, la figure de la tentatrice par excellence. Ça commence au moment où la femme incite Adam à manger la pomme et ça continue tout au long de l'Ancien Testament parce qu'à chaque fois, enfin souvent, régulièrement, la femme est vécue, et en tout cas est présentée, comme celle qui influence négativement l'homme sage qui lui est soutenu par Dieu. Donc, c'est le cas pour différentes figures bibliques, y compris Abraham, qui est influencé par sa femme pour faire un enfant à sa servante, etc., etc. Et très souvent, ce sont des figures féminines, qui vont tenter l'homme de se détourner de la voie de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a des personnes qui ont écrit sur cette question-là. La femme, elle est vécue comme une sous-création qui est proche du diable de par, effectivement, sa capacité permanente à tenter. Et puis après, dans le christianisme, étant donné qu'on a créé, parce que ça a été créé de toutes pièces, l'idée que Jésus-Christ était célibataire, n'a jamais été marié, n'a jamais eu d'enfant, et on a valorisé le célibat des prêtres, eh bien, la femme est devenue une figure de tentation du désir de l'homme et comme l'objet qui va détourner effectivement l'homme du droit chemin. Donc ça, c'est quelque chose quand même qu'on retrouve comme étant un peu un fil conducteur, que ce soit dans l'Ancien Testament, que nous avons en commun avec les trois religions monothéistes, ou le Nouveau Testament pour le christianisme qui a beaucoup imprégné nos sociétés. Donc, c'est hyper important quand même de comprendre d'où vient ce patriarcat, et puis qu'est-ce qu'il continue finalement, comment il continue d'impacter nos vies aujourd'hui dans cette société moderne, contemporaine, qui essaye de créer un nouveau modèle, mais j'ai l'impression qu'il se retrouve un peu à court. Parce que pour autant, aujourd'hui, quand vous dites à des hommes, le matriarcat, voilà ce que c'est, là, tu vois, c'est intéressant de jauger un petit peu les réactions. C'est-à-dire que tout d'un coup, les hommes, ils s'imaginent que qui dit matriarcat dit il n'y a que les femmes qui auraient le pouvoir, tu vois. C'est ça. Tu vois, donc tout de suite, ça crée une réaction un petit peu défensive de la part des hommes, enfin de certains hommes, pas tous, mais de certains qui pensent que ce serait soit un modèle, c'est-à-dire où les hommes ont majoritairement le pouvoir, soit un autre. Alors que je pense que justement, le défi auquel on est confronté aujourd'hui, c'est de se dire, il y a peut-être une alternative en fait. Il y a peut-être quelque chose de nouveau à créer, à penser. C'est ça. Il y a quelque chose de nouveau à créer et à penser. Parce que il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, en tout cas dans la transmission aussi. On en voit les effets, particulièrement chez les jeunes actuellement, et au niveau de tout ce qui peut être justement du domaine de la santé mentale, parce que nous parlons de ça, de la santé mentale essentiellement. Qu'est-ce qui, selon toi, pourrait être révisé justement dans notre rapport à nous-mêmes et à ce patriarcat? Je pense à une émission que j'ai vue, à laquelle j'ai participé cette semaine, où on évoquait l'évolution de la femme antilleuse. Et c'était intéressant parce qu'on voit qu'on a fait du chemin depuis toutes ces années, mais que les hommes, eux, sont encore timides sur le fait de prendre soin d'eux
ou juste d'aller consulter un spécialiste pour régler des problématiques qu'ils n'arrivent pas à évoquer, par exemple, avec leur entourage? Et oui, alors ça, c'est vrai que je pense que c'est justement une des conséquences un petit peu d'une dérive, on va dire, du patriarcat. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui de plus en plus d'hommes qui parlent des conséquences de ce qu'on appelle le virilisme. C'est-à-dire que dans le patriarcat, il y a l'idée qu'un homme doit effectivement, comme c'est lui qui porte le foyer, qui va au devant des dangers extérieurs, etc. Donc, il y a une place, on va dire, qui est affiliée aux hommes, une place qui va être affiliée aux femmes. Et donc, cette place qui va être affiliée aux hommes, quelque part, elle est pesante aussi pour les hommes. Parce que dans ce conformisme social, il y a eu l'idée quand même, pendant très longtemps, que exprimer ses émotions, c'était quelque chose de féminin. Faire part de ses émotions, parler de ses émotions simplement, c'était quelque chose de féminin. Démontrer ses émotions hors dehors de la joie, de l'euphorie, donc démontrer effectivement sa tristesse, sa jalousie, démontrer, c'était quelque chose de féminin. En fait, tout ce qui a trait quelque part à l'émotionnel dans la société patriarcale a souvent été relégué à un rôle féminin. Voilà, on a considéré que, d'ailleurs c'est écrit noir sur blanc, quand on regarde certains écrits pour décrire effectivement comment pensent les femmes à une certaine époque, les femmes au XVIIIe siècle, au XIXe siècle sont décrites par les psychologues effectivement comme fragiles, plus promptes à se laisser déborder par leurs émotions. Donc on a, si tu veux, attribué ça c'est le conformisme social qui veut ça. Donc les femmes seraient plus fragiles, plus promptes à exprimer, à subir leurs émotions, alors que le propre de l'homme justement, ce serait de ne pas se laisser dépasser par ses émotions, ne pas se laisser entraîner par ses pulsions, par ses émotions, surtout qui sont attribuées habituellement au féminin, et donc à être viril, en position de force, pour tenir bon, faire face, coûte que coûte, en permanence. Et par contre, certaines émotions, comme la colère, qui peuvent aller jusqu'à l'accès de violence, eux ne sont pas du tout stigmatisés. Donc, ça a renforcé l'expression de ces émotions-là à la place d'autres types d'émotions. Voilà. Muriel, ah oui. Alors, oui, je suis là. J'étais en train de repenser à une de nos conversations où justement tu m'avais étonnée sur un point, c'était justement l'idée en fait, les émotions chez les hommes, justement, et qui pouvaient avoir un impact, justement, sur l'infidélité. Ah oui. Ouais. Voilà. Oui, tout à fait. Je t'avais dit, je m'en souviens très bien, je t'avais dit effectivement que souvent, quand il y a infidélité dans le couple, quand c'est de la part des hommes, eh bien, ça fait souvent suite en fait à un moment de faille narcissique. Donc, soit une dépression, soit des moments un petit peu de difficultés sur le plan narcissique, notamment des difficultés sur un plan professionnel. Donc, typiquement, une entreprise qui est en difficulté ou quelqu'un qui n'a pas été reçu à un entretien d'embauche, tu vois, quelqu'un qui fait face à ce qu'on appelle une faille narcissique. L'infidélité, donc le fait de quelque part conquérir une personne en dehors du foyer, de se sentir d'avoir un pouvoir de séduction, de récupérer quelque part du narcissisme à travers la relation avec un alter, si tu veux, une autre personne en dehors du couple, ça peut être un moyen pour un homme de lutter contre une dépression, typiquement. Et en fait, si tu veux, nous, ce qu'on constate dans nos consultations, c'est que parfois, si ces hommes-là, alors, il n'y a pas de jugement à porter sur le fait d'avoir une relation extra-conjugale. Moi, je suis psychiatre, donc je ne vais pas porter de jugement là-dessus. Mais c'est vrai que dans l'après-coup, certains hommes peuvent dire, mais en fait, je comprends maintenant pourquoi j'ai agi comme ça.
Hein, peut-être parce que j'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Et c'était pas finalement contre ma conjointe, c'était pas. J'ai tout perdu, enfin, certains perdent tout hein, du fait de ces situations-là, et parce qu'ils se rendent compte dans l'après-coup qu'en fait, ils ont traversé un épisode dépressif. Et donc, je te citais en exemple le fait que pour ces hommes-là, s'il y avait eu la possibilité quelque part de s'introspecter, de s'écouter, de pouvoir mettre des mots sur des émotions avant le passage à l'acte, effectivement, il y a des choses qui seraient sûrement évitées, d'un côté comme de l'autre. Hein, parce que les femmes, même si du fait du conformisme social, elles sont plus promptes à être à l'écoute de leurs émotions, c'est pas pour autant que c'est pas compliqué. Mais au moins, nous, on est presque dans une surécoute. Et en face, certains hommes, heureusement pas tous, hein, sont en difficulté pour être en phase avec certaines de leurs émotions. Donc, ça aurait été bien que, je ne sais pas s'il y a des hommes sur le live ou des personnes qui nous regardent, qui ont envie de participer, de faire part de leurs expériences. Est-ce que ce qu'on partage résonne avec finalement ce que vous avez peut-être été amené à traverser? Est-ce que ce qu'on évoque là au niveau du patriarcat, du matriarcat, mais aussi de ce conformisme social qui fait que les femmes et les hommes n'ont peut-être pas la même façon de vivre et d'exprimer leurs émotions? Et cette différence, à mon sens, constitue quand même la source de beaucoup d'incompréhension, de conflits, de séparation. Alors, Jessica, il y a un petit problème technique parce que je crois qu'il y a un écho de mon côté. Est-ce qu'on pourrait tester si tu fermes ton micro pour voir si Oui, l'écho est là toujours? Et je pense que c'était bien ça. Voilà. Problème réglé. Parce que moi-même, je ne m'entends plus. D'accord. Donc, bon, nous nous excusons pour ça. Donc, par rapport à ce que tu viens de dire, Jessica, donc je regardais sur Instagram et Facebook. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à faire par rapport à ce que vous venez d'entendre. C'est important de comprendre que là, de toute façon, tout est fait pour nous amener à cette compréhension que nous sommes arrivés à une limite, qu'il y a des choses à mettre en place, à construire ensemble, à co-construire, que ce soit au niveau individuel et collectif. Et ça commence par le socle. Donc, quand on vient de toute façon, quand nous arrivons à un stade où la famille est brisée, la famille est mise à rude épreuve, il nous faut à ce moment-là nous poser les bonnes questions, à savoir qu'est-ce qui pourrait produire justement ce détachement et cette ambiguïté en fait entre nous au bout d'un moment. Le patriarcat est pour moi en tout cas dans nos discussions, est quelque chose à revoir, à mettre en évidence en tout cas, parce qu'il ne vient pas de nous, ce n'est pas notre schéma. Ou en tout cas, quel schéma nous pouvons désormais construire, c'est-à-dire pour savoir qu'est-ce qui nous permettrait de nous épanouir au mieux, parce que ce schéma emmène justement des dérives. Nous parlions justement, Jessica, et on ne l'a pas encore évoqué, du masculinisme. Je ne me suis pas trompée. La masculinité toxique, je dirais même, qui est en croissance fulgurante sur les réseaux, avec toutes sortes de coachs et de personnes maintenant qui parlent des femmes d'une façon extrêmement perturbante, alors que des jeunes sont en train d'écouter ces discours qui sont… Là, je trouve qu'on sort, en fait, on dépasse le stade du patriarcat, c'est-à-dire qu'on arrive clairement à une dérive en ce moment qui place la femme en tant qu'objet, en tant que… je n'ai même pas de terme, ce n'est pas simplement un objet, en fait, c'est un meuble, c'est une plante. Bref. Et je trouve ces discours dangereux parce qu'il y a des filles et des jeunes filles qui arrivent, qui sont en train de grandir au milieu de jeunes hommes qui écoutent ce type de discours, qui y croient. Qu'est-ce que ça va donner d'ici 10 ans?
C'est-à-dire qu'on est passé d'un stade où on parlait du patriarcat, mais ce que je découvre aussi sur les réseaux, allez, depuis, ça ne fait pas quelques mois seulement, et ça fait quelques années, qui a justement pris de l'ampleur, avec des formations pour apprendre à être un homme dit viril. Voilà. Est-ce qu'on pourrait en parler? Si vous avez des commentaires à ce niveau-là, si vous ne savez pas ce que c'est, on peut en parler aussi. N'hésitez pas à nous poser les questions. Je me reconnecte parce que j'essayais de diffuser effectivement le live sur mon Insta. Alors, je te remercie pour cette question, Muriel. C'est très intéressant parce que tu vois, moi, j'analyse les discours masculinistes comme finalement un sentiment de menace de la part de certains hommes qui, heureusement, je l'espère, constituent encore une minorité d'hommes qui, j'ai le sentiment, quand j'écoute leur discours, tu vois, se sentent en insécurité sur justement la perte de maîtrise du corps des femmes, quelque part. Parce que quand tu écoutes le contenu de leur discours, à chaque fois, c'est quoi? Alors, il s'agit de stigmatiser des femmes qui ont une liberté sexuelle, majoritairement. Donc, les femmes qui sont sorties avec plus de, alors certains disent 5, d'autres 7. Voilà, il y aurait un chiffre d'hommes à ne pas dépasser pour rester une femme respectable. Donc, quelque part, c'est dans certains discours, j'ai entendu effectivement que pour choisir la mère de ses enfants, il fallait choisir une femme qui n'ait pas eu trop de relations sexuelles avant, parce que sinon, tu vois, là, on revient sur les questions qui sont véhiculées en général par le patriarcat, la question de l'impureté, la question effectivement, surtout de l'impureté en fait, mais qui est relative en fait au fait du risque que cette femme qui a peut-être déjà connu le plaisir avec d'autres hommes avant de te rencontrer, elle puisse un jour avoir envie de connaître le plaisir avec d'autres hommes après ta rencontre. Donc, ça veut dire potentiellement une femme que tu peux perdre, tout simplement. C'est ça que ça véhicule derrière, tu vois. Il y a même, j'ai vu même des trucs très aberrants qui disent que une femme garderait en elle des traces cellulaires des conjoints qu'elle a eu précédemment et que potentiellement, finalement, l'enfant que tu vas avoir avec elle, c'est peut-être pas vraiment ton enfant. Tu vois, donc il y a encore la question du fait que ton enfant biologique ne serait peut-être pas ton enfant qui va naître ne serait peut-être pas ton enfant biologique. D'où l'intérêt d'avoir une femme vierge au mariage. Parce que finalement, on est sûr qu'elle n'a connu qu'un seul homme, qu'elle ne connaîtra qu'un seul homme et qu'elle ne risque pas ni de se souvenir du plaisir qu'elle a pu éprouver avant avec d'autres hommes et ni d'être trop tentée d'aller voir d'autres hommes par la suite. Cette question de la pureté, quelque part du moule dans lequel le patriarche façonne la famille qu'il veut voir être, tu vois. Et donc, le corps des femmes est un outil. Donc, moi, je l'entends beaucoup dans le discours des masculinistes. Il ne faut pas une femme qui soit qui est trop connue d'hommes avant. Et puis, une femme, elle doit être au service de son homme. Parce que quand une femme cherche à s'émanciper, quand elle a trop de responsabilités, quelque part, ça fait de l'ombre. Ça fait de l'ombre à l'homme. J'entends beaucoup ça dans le discours des masculinistes. Donc, ça veut dire qu'eux ont des difficultés finalement à trouver leur place aux côtés d'une femme qui aurait, selon eux, des attributs un peu trop masculins. Puisque la question de la réussite, la question de l'entrepreneuriat, la question de, tu vois, c'est dans la société patriarcale des valeurs qui sont plutôt attribuées aux hommes et que les femmes ont dû arracher à la sueur des luttes sociales qui nous ont précédées.
Et même si aujourd'hui, ça paraît naturel à tout le monde d'avoir des femmes médecins, bah, il faut quand même rappeler qu'un jour, il y a une femme qui a commis des actes de résistance pour pouvoir s'asseoir sur des bancs de faculté de médecine. Donc, c'était pas donné, si tu veux, à tout le monde d'être une femme et de pouvoir faire le métier, par exemple, que je fais aujourd'hui. C'est pas donné à toutes les femmes, jusque dans les années 70, de pouvoir faire un chèque. Il faut quand même rappeler le contexte historique. Jusque dans les années 70, les femmes ne pouvaient pas avoir de compte en banque sans l'autorisation soit de leur père, soit de leur mari. Donc, on n'est pas en train de parler. Comment ? Il faut rappeler ce contexte, effectivement, qui n'est pas si loin que ça. Pas si loin que ça, tu vois. Donc, c'est vrai que quand aujourd'hui, on entend des masculinistes un peu être presque nostalgiques de cette période-là et dire aujourd'hui, en 2025, ce serait mieux finalement si les femmes restaient à leur place, tranquillement à la maison. Ça nous éviterait de stresser, de savoir si on est toujours performant, si on ne va pas être à un moment donné la hantise de tous les masculinistes d'être cocu et d'avoir un fils qui ne serait pas le sien, si on s'inscrit dans les peurs inconscientes véhiculées par le patriarcat, bah finalement, quand tu retraces un petit peu tous les points de leur discours, on est totalement là-dedans, tu vois. Donc, moi, ce que j'apprécie, c'est d'avoir finalement des échanges avec des hommes qui ne sont pas dans ce mouvement-là, qui ne s'inscrivent pas dans ce mouvement-là, qui au contraire se positionnent même en disant mais ce discours est dangereux. Voilà, je préfère mettre en avant et valoriser le discours d'hommes qui se sentent à l'aise avec leur masculinité, le fait d'être un homme tout simplement, avec tout ce que ça implique aussi aujourd'hui comme changement sur la question du genre, hein, mais ça c'est encore un autre débat, mais qui ne se sentent pas forcément menacés par le fait que les femmes ont le pouvoir qu'elles méritent d'avoir, hein, et qui sont ouverts à un dialogue sur qu'est-ce qu'on repense ensemble aujourd'hui en 2025 comme société, une société qui ne soit pas homme contre femme, contre femme, c'est ça, contre homme, mais finalement une co-construction main dans la main, dans le respect aussi des peurs de chacun et des aspirations de chacun finalement. Alors, je vais te lire un petit peu les commentaires, justement, parce que j'en ai sur Facebook et Instagram en ce moment. Super. Est-ce que ce serait possible de couper le micro, s'il te plaît, Jessica? Oui. Merci. Alors, je te lis les commentaires. Dans nos sociétés antillaises, donc c'est de Annabelle sur Facebook, dans nos sociétés antillaises, la complaisance des femmes doit aussi être questionnée. Je vais y venir. La tolérance quant au comportement dysfonctionnel des hommes s'est accrue par rapport aux générations précédentes autour de la question matérielle. Sur Instagram, Frédéric nous dit très mauvaise interprétation de l'homme alpha, en parlant des masculinistes. Willy nous dit, mais l'ancien modèle matriarcal ou ancestral n'est-il pas applicable? Cette histoire de body count a un filigrane de religion monothéiste. On en parlait. Et Frédéric nous dit, alors il y a une question pour toi, Jessica, après, toute la responsabilité de la moralité du couple et de la famille repose sur la pureté de la femme. Willy a une question pour toi. Êtes-vous pleinement épanoui en tant que médecin psychiatre? Ce n'est pas un métier facile. Alors, déjà, merci à tous pour ces questions. Hein, ça fait waouh, c'est de vastes sujets. Alors, je crois qu'il y a une première intervenante qui parlait effectivement de la complaisance, c'est ça, des femmes vis-à-vis de certains comportements. Qui doit être aussi questionné. Ouais. Elle avait l'air de trouver que certaines femmes acceptent plus aujourd'hui qu'avant, c'est ça, certains comportements. Alors, par rapport à son intervention, je me permets justement. Excuse-moi, Jessica, à chaque fois, tu seras obligée de couper ton micro. Merci.
par rapport à son intervention, je pense qu'il y a deux facettes. Il y a d'un côté, oui, les femmes qui prennent cette décision ou décident ou par effet de transmission, en fait, restent dans quelque chose de... dans un modèle qui existait déjà. Mais il y a aussi, pour moi, une dérive du côté de certaines femmes d'aller à l'extrême parce qu'on parlait justement de co-construction. Et je vois que dans certains discours, malheureusement, nous sommes en fait arrivés à carrément éradiquer l'homme. C'est-à-dire, si on pouvait faire sans lui, ça arrangerait certaines personnes. Or, il me semble que l'équilibre, de toute façon, si on observe la nature le montre et tout est fait ainsi. L'équilibre se construit à deux. L'équilibre, c'est une dualité. Et donc, s'il y a homme, il y a femme et inversement. Donc, avant ce discours, c'est-à-dire que ce soit du côté des masculinistes, pour moi, extrémistes et des féministes extrémistes, peut avoir des répercussions aussi sur notre conception justement de comment l'homme et la femme peuvent cohabiter. Est-ce que vraiment l'un doit prendre le dessus sur l'autre? Et donc, il y a forcément des extrêmes de part et d'autre. C'est-à-dire, il y a ceux qui vont s'imaginer qu'ils sont au-dessus de la masse. Et puis, il y a ceux, comme par effet de transmission, on leur a appris à rester à une certaine place, à une certaine... de ne pas trop faire de bruit. Et ça, en général, c'est une éducation qu'on donne aux jeunes filles. Ne fais pas trop de bruit, assieds-toi convenablement, ne ris pas trop fort, ne bois pas d'alcool, ne fais pas. Enfin, les injonctions se répètent et se répètent et se répètent. Et finalement, nous arrivons à une société, en tout cas, tu pourras en parler aussi, Jessica, je pense que tu en vois. Nous arrivons à une société où les femmes ont de moins en moins la place pour s'exprimer. Les choses ont évolué et heureusement, mais il y a encore cette peur, cette crainte de devoir s'exprimer, de devoir briller, de devoir assumer, par exemple, son potentiel, de devoir assumer son talent. Et je vais revenir à cette notion de couple parce que des fois, justement, ce talent n'est pas reconnu et ne souhaite pas être valorisé au sein du couple. Tu parlais en fait de l'homme tout à l'heure et de cette difficulté pour lui des fois d'assumer une femme qui brille ou qui réussit. Ce sont des choses que l'on rencontre, je trouve, trop souvent actuellement, depuis un certain nombre de temps. Les choses ont évolué, le monde bouge. Et donc, la femme a aussi envie de s'épanouir dans ce qu'elle entreprend. Et malheureusement, l'homme, et je le rappelle, pouvoir prendre soin de soi, pouvoir s'arrêter et comprendre, aller voir un professionnel et savoir comment je peux gérer mes émotions face à une situation pourrait amener justement à vivre les choses différemment et avoir une autre perception. Parce que quand la femme décide de s'épanouir et de choisir sa mission de vie et de réussir sa mission de vie, ce n'est pas contre son compagnon qu'elle le fait. Elle ne le fait pas pour l'écraser ou le limiter. Elle le fait parce qu'elle se sent bien à l'intérieur. Et donc, si elle s'épanouit et si l'homme s'épanouit de son côté et grandit et évolue, s'ils évoluent ensemble, normalement, il devrait avoir quelque chose d'assez harmonieux. Alors, peut-être que je suis utopiste, peut-être que je suis trop optimiste, mais en tout cas, on voit les dégâts que ça produit dans l'autre sens, c'est-à-dire une incompréhension si l'un ou l'autre n'est pas épanoui au sein même du foyer ou envie la réussite de l'autre. Nous savons ce que ça peut produire au sein du foyer. Alors, je parle au sein du foyer, mais ça peut être en tant qu'ami, ça peut être dans les relations amicales, ça peut arriver aussi dans les relations familiales. C'est-à-dire que l'homme a une place où il est symbole de réussite, il doit être symbole de réussite et la femme qui en fait de même doit des fois faire le double, le triple pour arriver à valoriser en fait ses compétences. Un homme, une femme, ce sont des êtres humains.
ce sont des êtres humains qui ont des émotions, qui sont chargés d'une histoire, d'une identité. Et probablement qu'il y a, en tout cas, voilà, j'attends ton avis, Jessica, mais je pense qu'il y a peut-être des choses à revoir de ce côté. Écoute, ça parle de comment finalement l'homme va supporter une certaine image liée au conformisme social. La plupart des hommes que je rencontre, ou des couples qui sont en difficulté par rapport à cette question-là, l'homme va pouvoir dire mais moi je suis fière de ce qu'elle fait, je suis contente pour elle, je veux qu'elle avance, etc. Ça, on va dire, c'est ce que la personne souhaite réellement. Mais maintenant, dans la vraie vie, dans le réel, quand l'homme se confronte au regard des autres hommes notamment, il y a quelque chose là qui n'est pas simple à assumer, parce qu'il faut se rappeler que le virilisme qui découle notamment de l'organisation patriarcale d'une société dit que l'homme doit être à une certaine place. Et donc, quand l'homme assume dans sa maison d'être à une autre place, est-ce qu'il l'assume tout autant? Est-ce que son ego va l'assumer tout autant quand il va être à l'extérieur de chez lui? C'est deux choses complètement différentes. Sur le principe, tu peux accepter que ta femme gagne plus que toi. Maintenant, dans les faits, quand tu vas te prendre une remarque de la part de quelqu'un ou une blague mal placée ou tout simplement que tu vas réaliser qu'en fait, sur certains points, on va te renvoyer en fait cette idée-là. Quand tu es une femme, c'est tellement admis que tu gagnes moins que ton mari que du coup, tu vas pas narcissiquement, tu vas pas mal le vivre, qu'on te renvoie au fait que tu gagnes moins que ton mari, par exemple. Mais quand tu es un homme, c'est tellement socialement pas encore inscrit dans le conformisme, si tu veux, que là, l'homme, il va devoir lutter contre ce qu'on appelle un peu une atteinte narcissique. Or, dans le patriarcat, il y a énormément de choses qui sont associées sur la question de la virilité au narcissisme. Donc c'est ça, là où moi je sens que finalement il y a des hommes qui sont en difficulté, c'est qu'il faut pouvoir quelque part que cette réflexion, elle vienne des hommes, c'est un langage intérieur que chaque homme peut avoir avec lui-même, de savoir un peu où il en est avec cette question-là. Où il en est avec cette question de son propre ego face à ce que lui demande une société qui a construit une certaine idée de la virilité. Parce qu'il n'y a pas que sur la question de la place des hommes par rapport aux finances ou par rapport au fait que leurs femmes aient des postes ou des positions professionnelles qui seraient plus importantes ou valorisées que eux. Il y a la question de la virilité par rapport à la taille de leur corps, la taille de leurs muscles, la taille de leur sexe. On en parle ou pas? C'est extrêmement pesant pour énormément d'hommes. Donc, c'est une question, je pense qu'on sous-estime l'impact que cette question-là, elle va avoir dans la relation que les hommes ont avec eux-mêmes et avec les femmes, avec leurs congénères, etc. Je vais très très loin d'ailleurs dans l'analyse de tout ce que ça a pu impliquer quand même comme désastre dans l'histoire, cette question de la virilité et du complexe quelque part que pourraient avoir certains hommes par rapport à leur taille. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui dont les hommes, certains en tout cas, aspirent à sortir en disant « mais ça ne fait pas de moi un homme moins puissant si je remets en question le virilisme. Ça fait juste de moi un homme moins esclave d'une idée, d'un concept qui est potentiellement quand même destructeur parce qu'il induit la question de la domination. » Tu vois. Moi, je pense qu'on peut être un homme sans forcément, tu vois, sans qu'il y ait de questionnement sur la domination. Alors, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que le patriarcat,
implique à un moment donné la question de la domination du genre masculin sur le genre féminin. Donc, c'est pour ça que j'invite les hommes à se poser un peu cette question-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aujourd'hui être un homme, se revendiquer avec les attributs que les hommes ont envie de se revendiquer, certains plus virils que d'autres, ce n'est pas le problème en soi, mais juste que ça n'induise pas, cette virilité, la question de la domination d'un genre sur un autre. Et je crois que si on doit co-construire des relations hommes-femmes apaisées et saines, je crois que cette question, elle va dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, souvent, aujourd'hui, j'entends aussi un discours féministe dans lequel je ne me retrouve pas forcément parce que tout le monde n'est pas à mettre sous la même enseigne. Je rencontre quand même énormément d'hommes qui, heureusement, sont quand même très au clair avec ces questions-là, qui ne sont pas du tout dans un délire de domination de la femme, qui remettent beaucoup de choses en question sur la position des hommes dans la société, sur le virilisme, sur leur ego, sur le travail des émotions. Enfin, heureusement, si tu veux, que ça bouge quand même aussi chez les hommes. Donc voilà, je crois vraiment pas à un discours qui serait l'un contre l'autre. Par rapport à ce que tu dis, Jessica, tu sais, dans nos discussions, ou en tout cas avant qu'on entame ces échanges, moi, j'avais identifié que le patriarcat donc occidental, justement, avait comme était associé donc à la domination, et donc forcément la colonisation y est. C'est une des conséquences aussi, c'est-à-dire coloniser l'esprit, le corps de l'autre, l'espace de l'autre. Ça fait partie vraiment de modèle patriarcal qui est cadré et qui, en fait, qui n'a qu'une seule volonté, c'est de pouvoir posséder ce que l'autre a. Alors, ma question, c'est justement, en tant qu'afro-descendant, est-ce que notre première question ne pourrait pas être justement comment nous positionner par rapport à ça, puisque ce modèle patriarcal a des conséquences et nous en faisons partie. Est-ce que finalement, nous ne devons pas justement nous positionner de façon plus radicale face à ce modèle, puisqu'il a conduit aux conséquences que nous connaissons actuellement? Donc, historiquement, je trouve que c'est à prendre en compte, parce que pourquoi nous reproduisons un modèle qui, justement, nous a amenés à de telles dérives actuellement? Et sans nous en rendre compte, nous faisons partie du problème et nous, finalement, le transmettons sans qu'eux n'aient à intervenir désormais. Et oui, c'est une excellente question. Il y a vraiment un continuum, si tu veux, entre effectivement le monothéisme, le patriarcat, la colonisation. D'ailleurs, ça va jusqu'à la question de l'agroécologie. Dans les religions monothéistes, si tu veux, le créateur met à disposition la création entre les mains d'un homme. Et il dit, vas-y, dispose, comme il lui dit, tu disposeras du corps des femmes, d'accord? Donc la terre est mise sur le même plan, la création, les animaux sont mis sur le même plan, vas-y, dispose, Dieu pourvoit. Donc les religions monothéistes, elles s'appuient vraiment sur ce concept-là, que finalement l'homme avec un grand H a été placé au centre de la création et que Dieu lui dit, tu peux disposer de ces terres et de ces femmes à ta guise. Donc, il faut comprendre que ce postulat a guidé le colonisateur dans sa mission civilisatrice. Ce n'est pas un autre postulat qui a guidé le colonisateur dans sa mission civilisatrice. La mission civilisatrice du colonisateur, elle s'appuie sur l'idée que Dieu a donné à une élite la possibilité de jouir de la terre et des hommes à sa guise. Des hommes qui ne sont pas comme lui, qui n'appartiennent pas à sa tribu. Donc, c'est très important de comprendre ça, en fait, si tu veux, parce que ce n'est pas quelque chose que tu vas retrouver dans d'autres civilisations.
tu ne vas pas le retrouver dans les civilisations animistes, par exemple, qui, elles, se sont construites sur des mythologies qui vont considérer que l'homme fait partie d'un grand tout. Donc, l'homme n'est pas du tout au centre d'une création. Par contre, il a souvent, dans les mythologies des peuples animistes, l'homme a souvent une place particulière. Il a souvent la place particulière d'un médiateur. C'est-à-dire que c'est un peu lui qui peut faire la médiation entre le règne animal et le règne végétal. Mais il a toujours, dans les sociétés animistes, l'homme a toujours la position de prendre soin de la terre. Et donc, je rends hommage aujourd'hui à un agriculteur qu'on appelle Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, il a failli être nommé à l'époque par Thomas Sankara, ministre de l'Agriculture au Burkina Faso. C'est quelqu'un qui s'est fait connaître pour ses prises de position en agroécologie et qui dénonçait l'agriculture intensive de nos sociétés occidentales et qui a démocratisé la connaissance de la permaculture en France dans les années 80-90. Et il s'est fait connaître dans les années 2000 pour ses conférences et ses écrits assez très, très intéressants sur cette question-là, de la façon dont l'homme occidental s'est construit avec l'idée qu'il pouvait violenter la terre à l'image, finalement, et lui fait l'analogie entre la façon dont l'agriculture intensive violente la terre et la façon dont certains hommes violentent les femmes. Et donc, cette question de s'approprier la terre, de la labourer, de lui mettre des pesticides jusqu'à ce que finalement on attendait qu'elle produise plus, mais elle ne produira pas plus, voire elle ne produit rien à part la mort, est très symboliquement associé à la façon dont on va maltraiter les femmes encore aujourd'hui dans le monde, les considérer uniquement comme des organes reproducteurs qu'on pourrait soumettre à souhait, et n'utiliser que pour des vertus reproductrices, tu vois. Donc, lui avait fait cette analogie. Donc, cette analogie est quand même, je pense que vous serez unanime, elle est très violente, très parlante. Oui. Tu vois, faire l'analogie de la femme et donc de la fertilité et de la terre, effectivement, c'est tout à fait cohérent. Je pense que tout le monde sera unanime. Parce que effectivement, le traitement que font les Occidentaux sur, en tout cas, la façon de traiter la terre est juste, bon, je ne donnerai pas mon avis là, mais tu le dis très bien, ça ne porte pas de fruits finalement sur le long terme. Ça n'amène qu'à la mort. En tout cas, la destruction intérieure, quand je parlais justement de colonisation du corps de l'autre et de l'espace de l'autre, la colonisation du corps passe par plusieurs biais. Ça passe par tout ce qui va être à l'extérieur, mais comment je vais prendre possession de l'autre à travers la nourriture aussi, à travers les boissons, à travers tout peut amener justement à cette colonisation et tu en parles très clairement. Et oui, alors il y a vraiment matière, c'est un des tomes que je suis en train d'écrire sur la question dont je t'avais dit, de l'éducation, des relations hommes-femmes, parce que tout ça me paraît être extrêmement important pour les hommes comme pour les femmes, de prendre conscience de tous ces enjeux historiques, quelque chose qui nous dépasse, mais que nous avons à remettre en question dans le présent. Donc, parmi les commentaires, il y avait un homme qui disait c'est une très mauvaise interprétation, c'est ça, je crois. Il disait de la vision masculiniste. C'est une femme qui disait ça, justement, Frédéric, qui disait que c'est elle disait très mauvaise interprétation de l'homme alpha. D'accord. Ben, si elle peut nous en dire plus sur ce qui finalement comment dire, sur ce qu'elle a envie peut-être d'apporter à la réflexion sur cette question. Là, je le souligne. Je souligne juste que très souvent, quand on parle de ça, on voit bien qu'il y a des hommes, mais aussi des femmes, qui pensent qu'il faudrait que l'homme
perdre en virilité. Moi, je voudrais vraiment séparer la notion de virilité et de virilisme. Le virilisme, c'est une dérive de la pensée, quelque part. Voilà. C'est le poids symbolique qui pèse sur ceux qu'on a désignés être des hommes, comme devant incarner la question de la force, la question de la puissance, la question de la domination. Ça, il faut savoir que c'est une construction sociale. La virilité, ce sont des attributs qui apparaissent chez un homme du fait de son imprégnation hormonale en testostérone. Personnellement, j'apprécie la virilité. Tu vois ce que je veux dire? On peut apprécier la virilité chez un homme, mais un homme peut aussi être en phase avec sa propre virilité sans forcément basculer dans le virilisme. C'est deux choses totalement différentes. Deux choses différentes. Voilà. Et pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que souvent, quand on commence à remettre un peu en question le virilisme, il y a beaucoup d'hommes, mais aussi on voit bien des femmes qui du coup se disent « Ah mais attendez, moi je veux pas que la société demain elle ressemble à des hommes qui n'ont pas de couilles ou qui n'ont plus de muscles ou qui prennent plus de position ou qui tapent pas du poing sur la table ou qui, tu vois, comme s'il fallait… Non mais on n'a pas dit ça en fait. C'est juste que… Alors, par rapport, excuse-moi de t'interrompre, Jessica, par rapport en fait aux commentaires de Frédéric, très mauvaise interprétation de l'homme alpha, elle parlait des masculinistes qui, justement, c'est-à-dire, elle comprend parfaitement bien notre propos, mais elle évoquait justement le fait que ces hommes, en fait, ont interprété. D'accord. Comme ils le souhaitaient. J'avais mal compris. Qu'est-ce que pouvait être un homme alpha? Mais c'est bien parce que ça permet peut-être aussi quand même de répondre à… Parce qu'il y a aussi des femmes qui disent « Mais attention, moi, je ne veux pas perdre quelque part l'image très virile de l'homme. » Et c'est pour ça que je dis c'est important de dissocier. Oui, c'est important de le dire. Voilà. Mais merci, effectivement, oui. Là, du coup, j'abonde dans le sens de Frédéric. Le masculinisme est une mauvaise interprétation. Enfin, en tout cas, c'est une interprétation. Je ne juge pas le côté mauvais, mais c'est une interprétation. Mais bon, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a un côté un peu effrayant, quoi, quand même, à ce type d'interprétation. Oui, à ce type d'interprétation, parce que, comme je l'ai évoqué, moi, je dis que c'est presque dangereux parce qu'on ne sait pas à qui on envoie le message. On ne sait pas, justement, à quel moment de la vie, en fait, de ces jeunes, ces personnes qui se disent coach interviennent. Et donc, ça peut conduire à je pense, des conséquences qui ne seront pas forcément très, très bonnes. D'où le fait de prendre soin, en fait, du mental de l'autre. C'est-à-dire qu'en tant que coach, ou en tout cas en tant que ceux qui se prétendent être des leaders ou des porteurs de messages, des messagers, il faut pouvoir faire attention à ce qu'on dit et comment on le dit, parce que de l'autre côté de l'écran, nous ne savons pas qui est en train de nous écouter. Et nous ne savons pas comment l'autre peut interpréter les propos. Et quand je dis que c'est dangereux, nous ne savons pas comment il va traiter réellement la femme après, la femme derrière. Je parle des masculinistes vis-à-vis des femmes, je parle aussi des féministes vis-à-vis des hommes. Je parle des deux côtés de toute façon, parce qu'on en est là. Alors, Jessica, je te propose j'ai un message de Facebook. La culture du potomitan critiquée est justement une spécificité de l'afrodescendance. Pourtant, elle est très remise en cause au titre du féminisme occidental. Je pense que, et je te demande ton avis officiellement, que ça peut être un sujet, le sujet de notre prochain live. Je trouve que cette intervention est très intéressante. Et oui. Parce que nous ne l'avons pas encore évoqué sur le concept de femme potomitan, effectivement, qui est critiqué, que certaines acceptent et continuent de valoriser, alors que d'autres essaient de défendre d'autres idées. Donc, ça pourrait être, je pense, une idée de la continuité de la relation homme-femme des afrodescendants.
Et je suis d'accord avec toi parce que, si tu veux, déjà qu'il y avait une structure très matriarcale avant la rencontre avec le colonisateur, mais l'organisation des familles sur la société de plantation a imposé quelque part le célibat des femmes qui se retrouvaient à porter à elles toutes seules l'éducation, le maintien, la survie des enfants. Et les hommes ont été privés de leur place, de pouvoir prendre leur place au sein d'une famille. Ils étaient, si tu veux, contraints de naviguer en tant que géniteur, en tant que mâle reproducteur, d'une femme à une autre, et ne pouvaient pas finalement faire famille. Donc, la question de faire famille, elle est arrivée rarement pendant la période de l'esclavage, même si on sait qu'il y a eu des mariages, que certains mariages étaient autorisés, mais ce n'était pas sans difficulté. Et ce n'était pas sans risque non plus, parce que désigner une femme en tant que sienne, c'était aussi pouvoir attirer la convoitise de certaines personnes sur cette femme en question. Donc, ce n'était pas sans risque pour un homme de désigner une femme en tant que sa favorite, quelque part. Et donc, c'est quelque chose qui a perduré après les abolitions. Finalement, c'était cette construction sociale où on observe que la femme va être au centre de la construction de la famille et que les hommes vont soit graviter autour et aller sur plusieurs foyers, parfois même en même temps. C'était un peu comme ça à une époque. Aujourd'hui, on voit que le conformisme social fait que les gens ont envie un peu de se poser, d'être en couple. Mais en fait, on voit que la construction d'un couple dans les sociétés antillaises, c'est compliqué. Là, il y a 40 lives à faire dessus, Muriel. On en a pour 4 ans. Mais du coup, au moins. C'est vrai que c'est intéressant d'interagir. Tu vois, que certaines personnes puissent venir en direct nous faire part clairement de leurs expériences, parce que nous, on est 2 personnes qui accueillons les couples dans des situations difficiles, mais rien de tel finalement que des personnes pour faire part directement de leurs propres expériences sur ces questions-là je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour alimenter le débat. Alimenter, exactement. C'est ça. Donc, je crois qu'il… écoute, je regardais, je faisais un petit point. Écoute, je trouve que ça a été extrêmement riche. De toute façon, ce live sera disponible partout. D'accord? Je vais le poser partout où il faut. Vous pourrez le voir sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, etc. Mais je pense qu'il était important de démarrer, en tout cas, la discussion autour des relations hommes-femmes, mais ce n'est pas terminé. Comme on vous l'a indiqué, je pense très probablement que nous n'avons pas encore évoqué la place de la femme potomitan, mais qui rentre tout à fait dans cette thématique de homme-femme et du patriarcat. Donc, nous allons l'évoquer au prochain live. Si vous avez des questions d'ici là, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Et puis, quand je vais charger ce live sur les réseaux, n'hésitez pas à le partager afin qu'un maximum de personnes puissent le connaître. Ce live est pour nous, il est pour vous, pour que nous puissions évoquer des sujets de société que nous n'entendons pas souvent ou nous n'évoquons pas, en tout cas en toute franchise et en toute sincérité, ou à demi-mot. Parlons santé mentale, c'est justement le moment d'ouvrir les esprits et de remettre en question peut-être les schémas qui sont préétablis. Donc, n'hésitez pas à partager. Jessica, je te remercie de ton temps. Je sais qu'il est tard. Je sais que tu es formidable. Merci du temps accordé. Et puis, je te laisse terminer et puis nous allons clôturer. Écoutez, merci à toi, Muriel. C'est toujours un plaisir, vraiment.
Merci à vous qui avez regardé ce live. N'hésitez pas à vous abonner à nos 2 pages Instagram, à nos différents médias si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à faire tourner l'information. On se réunit tous les mois maintenant avec Muriel pour aborder des questions de santé mentale. Et puis voilà, comme tu dis, le live sera bientôt disponible et j'ai beaucoup apprécié ces échanges. En tout cas, vraiment, ça me tenait à cœur de diffuser cette réflexion. J'espère que ça va toucher du monde sur cette question, effectivement, du patriarcat, du matriarcat. On n'a pas parlé de la co-construction parce que là, je pense que ça peut donner lieu. Il faut qu'il y ait plus de monde pour apporter effectivement des réflexions. Mais je pense que l'avenir des relations hommes-femmes, c'est une co-construction quelque part. Il faut qu'on parte de quelque chose c'est mon avis, de nouveau. Et que chacun se sente à sa place, non menacé, tu vois, qu'il n'y ait plus de ce sentiment de menace qu'il peut y avoir de l'un par rapport à l'autre. Je pense qu'on peut avancer ensemble. On est suffisamment intelligent quand même pour trouver un... J'y crois sincèrement, Jessica. Je suis sûre que nous avons toutes les compétences et tout ce qu'il faut, je veux dire historiquement, individuellement et collectivement, pour arriver à ce dont tu parles. J'en suis convaincue. Bon, écoute, il n'y a plus qu'à envoyer des... Allez, bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée, bonne nuit Jessica, à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous, merci.